La première opération de chirurgie a été réalisée il y a au moins 8000 ans, avant même l'invention de l'écriture. Aujourd'hui, on va parler des premières maladies de nos ancêtres et des tout débuts de la médecine. Ça risque d'être dense. Et nous serons accompagnés pour ceci de Clotilde de la chaîne Passé Sauvage qui va nous parler un petit peu d'archéologie. Beaucoup d'archéologie? Carrément. Bon, très bien. Générique. Moi c'est Clotilde de la chaîne Passé Sauvage et je vais vous parler de l'archéologie de cette époque puisque c'est à peu près tout ce qu'on a pour parler de ce sujet. Alors déjà on va pas parler de toute la préhistoire parce que ça dure à peu près 2 millions d'années. Et ensuite si on veut avoir des notions sur l'état de santé des gens sans avoir de traces écrites. Parce que je vous rappelle qu'avant l'ère antique, on n'a aucune trace écrite. C'est un peu la définition du truc. Parce que s'il y a bien une époque où on commence à avoir des éléments archéologiques, c'est bien au néolithique, parce qu'on commence à construire des sépultures. Le néolithique c'est une période où il y a plein de changements pour l'homme préhistorique. L'économie est basée sur l'agriculture et l'élevage, notamment grâce à la domestication de plein de nouvelles espèces animales. Et on commence à construire des villes. Enfin, c'est pas non plus New York, mais c'est déjà plusieurs milliers de personnes et des habitations rudimentaires, mais permanentes. C'est ce qu'on appelle la sédentarisation. Ça évite de courir derrière le gibier en fonction des saisons. Et pour mieux vous parler de cette période, il y a un mec à côté duquel on ne peut pas passer, et c'est Ötzi. Ötzi est un homme qui est mort vers 3200 avant notre ère, il avait 45 ans et on a retrouvé son corps congelé avec ses vêtements et son équipement. Et il est plutôt bien conservé pour son âge. Non, c'est marrant parce que les momies, c'est vachement bien conservé et que... Il est découvert dans les Alpes méridionales en 1991 par un couple de randonneurs à 3210 mètres d'altitude dans le glacier de l'Ötztal. Beaucoup de choses ont été dites sur les circonstances de sa mort. On a tout d'abord pensé qu'il était mort de froid, pris dans une tempête de neige. Aujourd'hui, on a finalement retenu qu'il s'est battu et a été touché par un projectile parce qu'on a retrouvé des traces de sang sur ses flèches, sa cape et son poignard. Des traces de sang qui appartiennent à 4 personnes différentes. Autant dire qu'il fallait pas le faire chier. Au-delà de l'histoire de cet homme, la découverte de ce corps est un fait majeur pour l'archéologie de la préhistoire. Tout simplement parce qu'on a un corps, justement. D'habitude, on se retrouve face à des outils, au mieux des ossements de sépulture, mais cette fois, c'est un corps tout entier, c'est-à-dire des parties molles à analyser. Peau, estomac, intestin. Intestin que les scientifiques des paléopathologistes ont pu analyser pour connaître la composition du dernier repas d'Ötzi. Alors à quoi ça nous sert de connaître ce qu'il a mangé ? Eh bien ça nous renseigne sur son mode de vie et surtout son état de santé. Verdict de l'analyse de ses intestins, le dernier repas d'Ötzi se composait de céréales, 75% de restes végétaux, de viande de cerf et de bouquetin, et certains de ces aliments auraient été cuits. Ces recherches ont révélé qu'il souffrait de pathologies diverses, une intolérance au lactose, des calculs biliaires et des problèmes cardiovasculaires. Dans son estomac, on a trouvé une bactérie, Helicobacter pylori. Et c'est cette même bactérie qui est encore aujourd'hui responsable de gastrite chronique, c'est-à-dire d'inflammation de l'estomac. Et comme il consommait de la viande de gibier probablement préparée dans des conditions d'hygiène douteuses et pas suffisamment cuites, il était aussi porteur de tout un tas de parasites digestifs rigolos, et en particulier de trichine, pouvant donner des diarrhées, vomissements, douleur abdominale. Il est particulièrement notable qu'il trimballait avec lui des champignons, des polypores du bouleau, qui sont aujourd'hui connus pour leurs propriétés vermifuges. Ces champignons indiquent donc probablement l'existence d'une pharmacopée, c'est-à-dire de végétaux utilisés pour leurs propriétés médicinales dès l'époque préhistorique. Le cas d'Ötzi est très intéressant parce qu'il nous donne une bonne idée du niveau de santé des humains de cette période. Mais ce qui change radicalement la donne, c'est la domestication et donc l'élevage. Les hommes qui sont en contact étroit avec des animaux domestiqués vont bénéficier aussi de leurs maladies infectieuses préférées. Les nouveaux boulots, de type berger, tanneur, vont largement favoriser l'échange de parasites et autres joyeusetés. Il faut bien avoir en tête que jusqu'à la révolution industrielle, le travail des hommes sans l'aide des machines, mais au contraire au contact des animaux, est pénible et surtout dangereux, puisqu'il prend place dans des lieux comme les carrières, les mines, les ateliers type forge. Des lieux sales où les hommes sont bien souvent mains et pieds nus. En parlant de pieds nus, il existe un métier, celui des foulons, qui consiste à piétiner des peaux de bêtes et des tissus dans des cuves remplies d'urine pendant des heures. Ce métier existe depuis la préhistoire, mais on a une meilleure idée de l'état de santé des travailleurs pour l'Antiquité romaine. Pourquoi l'urine ? Parce qu'elle est chargée d'ammoniac et permet donc de blanchir et d'assainir les peaux. À cela, on rajoute dans les cuves d'autres produits naturels et super sympathiques. Cendres, argile, céréales, lait caillé, soufre, sulfate de fer, d'aluminium, de potassium et matière fécale. Le bain de pied le plus hardcore de l'histoire, quoi. Ça donne carrément l'occasion à plein de parasites intestinaux, comme les helmintes, issus de matière fécale animale et humaine, dont le fameux ver solitaire, d'aller infecter de nouveaux hôtes. D'autant que les microtraumatismes et la macération sont des portes d'entrée idéales pour tous les micro-organismes de la Terre. On peut aussi évoquer les pathologies ostéo-articulaires dues au travail posté et les lésions d'arthrose cervicale et les pathologies lombaires, que l'on constate principalement chez des femmes de 20 ans. Autant dire que ça conserve pas des masses. Du coup, afin d'avoir les pieds qui sentent autre chose que la fosse septique, les villes antiques vont trouver une solution.
Les thermes ou bains publics romains sont des lieux implantés dans presque toutes les cités antiques et sont très fréquentés par le peuple. C'est vrai qu'on a tendance à les considérer seulement comme des lieux destinés à l'hygiène corporelle. En effet, on y venait pour se laver dans différents bains, dans des eaux chaudes à froides. Mais les thermes publics comprenaient aussi des latrines, des toilettes collectives et même des lieux pour manger. On est dans des lieux collectifs. On partage la même eau, les mêmes espaces et pour vous essuyer après avoir fait la grosse commission, vous partagez aussi la même éponge. Parce que non, le papier toilette n'existe pas à l'époque. Des bains d'eau chaude, un échange de fluides corporels et notamment de sel, de la nourriture, l'endroit idéal pour attraper tout un tas de maladies infectieuses et transmissibles. Les malades, en particulier les diarrhéiques, fréquentent abondamment ces lieux sur conseil de leur médecin et ils contaminent rapidement les bains. On sait à notre époque la difficulté de maintenir propre une piscine publique et on n'a pas d'autre choix que d'exterminer les germes à grand renfort de litres de chlore. Sous la Rome antique, la pastille de chlore on oublie, donc ces lieux supposés hygiéniques sont paradoxalement parmi les plus cradingues qui soient. Les Romains adoraient venir avec des poudres, des onguents et des huiles pour leurs bains qui se mélangeaient à l'eau chaude. Un vrai bouillon de culture. Et vous savez ce qui se passe lorsque plein d'individus se réunissent dans les mêmes endroits avec des lieux collectifs où on partage aliments comme excréments? Non, sans déconner, devinez. Ce sont les épidémies de masse. L'urbanisation galopante, la création de routes, le commerce terrestre et maritime facilitent les échanges entre les cités. C'est un véritable réseau qui se tisse entre les populations pour échanger des produits et des richesses. Mais pas seulement, on va également s'échanger nos maladies les plus contagieuses et celles-ci vont pouvoir atteindre des villages et des cités de plus en plus éloignés. Mais ce qui marche vachement bien quand on veut échanger plein de maladies infectieuses avec ses voisins, c'est la guerre. Et autant vous dire que dans l'Antiquité, on adore se taper sur la tronche. Et bien entendu, les mouvements de troupes, les champs de bataille, les sièges forment ce doux mélange de promiscuité humaine, d'hygiène inexistante, de blessures, de famine et de rationnement. Une situation qui affaiblit durablement les défenses immunitaires et permet à tous les parasites et micro-organismes de faire des ravages. Et toutes les épidémies qui vont dévaster les villes seront à l'époque appelées sans distinction peste. Sans que ça n'ait forcément rapport avec la vraie peste, celle véhiculée par le bacille de Yersin, la puce du rat, les bubons et tout ça. La peste d'Athènes, contemporaine de la guerre du Péloponnèse, est d'après les descriptions cliniques probablement provoquée par un typhus exanthématique et transmise par l'intermédiaire des poux. Elle va provoquer la mort du dirigeant d'Athènes, Périclès, et d'un tiers de la population de la cité au bas mot, amorçant le déclin des cités grecques qui étaient alors à leur apogée. La peste antonine, quant à elle, contemporaine du règne de Marc Aurèle, est probablement d'origine orientale. Son explosion dans l'Empire romain correspond à l'établissement d'une ambassade à Jiaozi, dans l'Empire de Chine de la dynastie Han, subissant depuis au moins 15 ans les ravages d'une épidémie inconnue. Cette peste, entre guillemets, d'après les descriptions réalisées par Galien, contemporain de la période, pourrait s'apparenter à une épidémie de variole, qui va rapidement se propager dans tout l'Empire romain. Elle sera responsable d'une mortalité de 7 à 10%, voire 15% en zone urbaine, aggravée par les famines, les guerres et la pression fiscale de l'époque. Soit au total 7 à 10 millions de morts pour un empire qui comprend 64 millions d'individus en 164 après Jésus-Christ. Mais il n'y a pas que les infections de masse. D'autres maladies infectieuses, plus chroniques et moins rapidement mortelles, vont profiter de la période antique pour s'implanter durablement, comme la tuberculose, la brucellose ou la lèpre par exemple. Pour les maladies infectieuses, on rappelle qu'il n'y avait aucune méthode de protection efficace à l'époque, en dehors des mesures d'isolement des malades. Pas de vaccin, pas d'antibiotiques. Donc ok, les mecs étaient un peu limités pour gérer les épidémies. Bon. Mais ils savaient faire des trucs carrément badass. Ils avaient même commencé à faire de la neurochirurgie. Parlons d'une des opérations les plus fascinantes de cette période, la trépanation. La trépanation, c'est tout simplement le fait de retirer un morceau de l'os du crâne d'un individu encore vivant. C'est ce qu'on appelle un volet osseux. Durant l'Antiquité, les exemples de trépanation sont assez nombreux sans qu'on en comprenne vraiment la raison. Cette pratique a été décrite par Hippocrate, Cels, Héliodore, Galien, pour ne citer que les auteurs les plus connus. A noter que les structures vasculaires, et notamment le sinus veineux longitudinal qui chemine entre les deux hémisphères cérébraux, sont soigneusement évitées lors de ces procédures, témoignant d'un savoir anatomique. On faisait pas ça n'importe comment. Et on voit clairement que lorsque l'opération est pratiquée trop près de cette zone, le patient décède avant même que la trépanation soit terminée. Mais la trépanation existe bien avant l'Antiquité. Revenons à nos paysans préhistoriques. Les populations néolithiques en Europe la pratiquaient avec succès. On a plusieurs exemples de crânes perforés depuis le 6e millénaire avant Jésus-Christ qui ont cicatrisé. Le taux de succès peut être déterminé grâce notamment aux signes de cicatrisation osseuse. Parce que logiquement, quand on est mort, on cicatrise plus. S'ils existent, ça démontre que l'individu a survécu pendant au moins
plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ce taux de succès durant le néolithique est estimé aux alentours de 70% d'après les 2 sites majeurs de sépulture néolithique sur le territoire français, et notamment en Lozère sur les Grands Causses. Ce qui suggère qu'il existe un savoir empirique quant à sa réalisation, et probablement un individu dédié à cette procédure. Par analogie avec les pratiques empiriques de trépanation du 19e siècle, on peut supposer que si le geste était réalisé, c'était pour soulager des symptômes en lien avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypertension intracrânienne. Certains problèmes médicaux, comme des saignements ou un gonflement, un œdème cérébral, peuvent donner une compression cérébrale qui entraîne nausées, vomissements, maux de tête, vertiges et troubles de la vision. Si cette compression cérébrale n'est pas traitée rapidement, elle peut provoquer ce qu'on appelle un engagement. C'est-à-dire que l'hémisphère comprimé va se déplacer et comprimer d'autres structures, comme l'autre hémisphère ou le tronc cérébral, et entraîner à ce moment des symptômes neurologiques gravissimes et pouvant provoquer le décès. Ouvrir un volet osseux permettrait de soulager cette hypertension intracrânienne, d'améliorer les symptômes et d'empêcher ce phénomène d'engagement afin d'éviter le décès. Le temps que le saignement se tarisse, tout simplement, ou que l'œdème se résorbe. Donc depuis des millénaires, on voit émerger des notions de pharmacopée, des soins médicaux, d'hygiène rudimentaire et même très tôt de chirurgie. Les hommes doivent leur survie à leur composante sociale, à l'entraide et à la solidarité envers leurs éléments les plus faibles et les plus fragiles. Au final, la médecine n'est qu'un outil d'entraide sociale parmi d'autres, une manière de soigner les corps pour renforcer et structurer le groupe. Que ce soit en aidant une mère à accoucher, une jambe à se réparer, en soulageant l'individu qui souffre, ou en accompagnant simplement les malades. La médecine est-elle née ou a-t-elle été inventée un jour comme ça? Ou est-ce simplement un des principes fondateurs de l'humanité, telle que nous la connaissons? Cette vidéo a été réalisée avec le concours de Clotilde et elle a justement une chaîne YouTube qui s'appelle Passé Sauvage. C'est une chaîne qui t'explique l'archéologie à l'époque antique ou à la préhistoire sans te raconter de conneries et qui te permet de savoir à quoi servaient ces phallus en pierre qu'on appelle menhirs par exemple. Pour une fois, je vous demande d'aller vous abonner et de profiter de ce contenu qui est quand même ultra riche et qui castagne des ours en termes de vulgarisation. Naturellement, si la vidéo t'a plu, tu peux la spammer de pouces bleus, activer la cloche pour voir toutes mes vidéos, poser plein de questions en commentaire et t'abonner ou pas. Hein, tu es libre de tes actes, tu fais ce que tu veux dans ta vie.